Bien, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, de toute façon, le temps de vous saluer pour laisser le temps au dernier de nous rejoindre. Eh bien, nous sommes ravis une nouvelle fois de vous retrouver. Donc, un webinaire qui sort un petit peu du classique, puisque nous avons une actualité quand même particulièrement chargée avec ce nouvel arrêté du 31 mai 2023. Et bien évidemment, quels sont les impacts sur nos certifiés, sur les organismes de formation. Alors, on a déjà battu un premier record, c'est le nombre d'inscriptions webinaires. J'espère qu'on va battre aujourd'hui le record des personnes présentes effectivement. Et le troisième record, et on compte sur vous, ce sera bien évidemment de pouvoir observer le nombre d'observations en replay ou de téléchargement. Alors, nous sommes plus nombreux qu'à l'accoutumée, donc toujours avec Louis à la manette aux questions, Benjamin sur tout ce qui a été la mise en œuvre, et on verra quel est l'invité de marque que nous allons accueillir. Simplement, on va garder un temps de questions-réponses. On essaiera il faut donc garder vos questions pour la fin, en sachant que vous pourrez toujours adresser des questions complémentaires à l'issue du webinaire pour qu'on puisse formaliser peut-être un question-réponse au regard de cette actualité nouvelle. Alors, bien évidemment, qui avons-nous aujourd'hui? Alors, à ma gauche, un grand classique, c'est le binôme habituel avec Raphaël. Alors, Raphaël, qui es-tu? Que fais-tu? C'est ça, alors Raphaël, chargé de mission système management de la qualité à l'ISQ, donc un peu la gestion des processus, de toutes nos missions pour la bonne attribution des certificats COFRAC, et également partiellement de temps en temps auditeur Calliope. Certains ont peut-être vu en distanciel pour un audit de surveillance. Et voilà un peu toutes mes missions et des webinaires une fois par mois avec toi, Marc. Et toi, Marc? Voire plus, parce que quand on aime, on ne gomme pas. On est au deuxième ce mois-ci. Donc, ça n'a pas changé. Toujours Marc, en charge du développement et d'ISQ certification, toujours auditeur aussi à mes heures perdues comme toi. Mais surtout, la grande nouveauté, une personne de l'ombre nous a rejoint aujourd'hui. Si. Mais qui est-elle? Farida Briouat-Temimi, notre directrice qualité. Farida, la parole est à toi. Bonjour, et je suis ravie de vous rejoindre. À l'ISQ déjà depuis 7 ans, en charge de la qualité, dans tous les sens du terme, de nos accréditations COFRAC, du pilotage, la formation et l'accompagnement de nos auditeurs. Eh bien voilà, donc bien évidemment, Farida répondra à un certain nombre de questions. Raphaël aussi, ce n'est pas un one-man show à l'ISQ, c'est vraiment une équipe qui est là pour vous servir. Alors, avant de nous lancer comme à l'accoutumée, un petit rappel, ce webinaire, c'est bien évidemment un service proposé par ISQ Certification. On est là pour vous informer, on est là pour clarifier. On est là éventuellement pour vous aider dans votre meilleure compréhension des textes légaux et réglementaires. Nous vous rappelons à toutes fins utiles qu'il ne s'agit pas ni d'une formation, ni de conseils, ni d'un accompagnement personnalisé. C'est vraiment en fait un décryptage, et en l'occurrence ici de cette nouvelle arrêté du 31 mai 2023. Bien évidemment, en sachant que sur un webinaire, nous rappelons à 1 heure, c'est un temps qui est très court, donc on ne va pas forcément, bien évidemment, pouvoir aborder toutes les évolutions de ce nouvel arrêté. Et c'est pour cette raison que nous allons nous concentrer essentiellement sur les impacts majeurs, mais qui vont avoir lieu au regard des prestataires de formation. Le nouvel arrêté a bien évidemment quelques impacts pour les certificateurs, mais on va garder nos petits soucis, nos évolutions pour nous. On va se concentrer sur vous, c'est l'objectif, bien évidemment, en sachant que pour un certain nombre d'items, je pense que Farida peut-être pourra le rappeler au fil de l'eau, nous sommes aussi en attente de quelques clarifications. Donc voici le préambule important que l'on pouvait avoir. Mais avant d'attaquer cet arrêté, toujours intéressant, Raphaël, de rappeler en fait qui il concerne, qui potentiellement il peut concerner aujourd'hui. Voilà, on fait un peu durer le suspense. Petite cartographie Calliope et organisme de formation. Donc, ce sont les chiffres du mois de mai. À la fin du mois de mai, il y avait donc 121 000 NDA actifs pour 44 600 organismes certifiés. Donc, ça concerne les 44 600, sûrement un peu plus depuis mai, qui détiennent la certification Calliope, qui sont donc tributaires de ce nouvel arrêté.
Oui, voilà, en tous les cas, c'est toujours intéressant de savoir quels sont les organismes certifiés. Il y aura une mise à jour à fin juin de cette cartographie proposée par Raphaël pour le prochain webinaire qui devrait avoir lieu normalement tout début juillet. Et ce webinaire nous permettra d'ailleurs peut-être de répondre à quelques questions auxquelles nous n'aurions pas aujourd'hui le temps de répondre, puisque nous savons qu'elles peuvent potentiellement être très importantes. Alors, c'est vrai que nous avons ce nouveau cadre réglementaire, il est enfin sorti, ça y est. On en parle depuis pratiquement le mois de février ou mars, si ce n'est janvier. Il est arrivé et bien évidemment, il complète ou précise un certain nombre de choses, entre autres l'article 1 avec de l'arrêté du 6 juin 2019, l'article 2 également de ce même arrêté. Il va compléter l'article 3 en lien avec l'arrêté de février. Et surtout, l'article 4 de cet arrêté précise quelles sont les dates de mise en œuvre, et nous allons y revenir plus longuement, et nous verrons à partir de quand un certain nombre de dispositions vont devoir être mises en œuvre par les certificateurs, et cette mise en œuvre a forcément un impact sur vous en tant que certifié. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que l'on peut voir? On s'aperçoit qu'il y a potentiellement deux grandes catégories de certifiés, enfin, d'organismes, pardon, plutôt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous dit que les dispositions de l'arrêté entrent en vigueur à partir de septembre 2023 pour un certain nombre d'alinéas, et d'autres vont arriver, en fait, enfin, sont déjà normalement mises en œuvre par les certificateurs. Et donc, ici, si l'arrêté s'applique bien évidemment à tous, nous avons tous les organismes qui sont déjà engagés dans la démarche de certification, qu'ils en soient déjà peut-être à l'audit initial de programmer, des audits d'extension, des audits de surveillance, et puis aussi ceux qui pourraient y penser, bien évidemment. Est-ce qu'il y aurait d'autres impacts pour nos organismes? A priori, non, ici. Et c'est vrai qu'on va surtout se concentrer aujourd'hui sur la deuxième partie, qui sont en fait les impacts sur les organismes engagés dans la certification. Alors, ici, on va commencer à décrypter au fil de l'eau un certain nombre d'éléments. Donc, on va être sur l'article numéro 1, avec un renforcement des obligations de transmission d'informations qui va s'imposer à nous, que ce soit pour l'audit initial ou l'audit de surveillance. Et on nous dit que l'organisme va devoir fournir une description de l'activité de l'organisme en tant que prestataire d'action concourant au développement des compétences, bien évidemment. Et devra indiquer si l'organisme réalise des formations tout au long, tout ou partie à distance, des formations en situation de travail, des formations en alternance, des formations certifiantes, ainsi que s'il confie la réalisation de formations à d'autres organismes, ou est-ce qu'il intervient pour le compte d'autres organismes. Qu'est-ce qui peut avoir motivé cette évolution dans je dirais, dans la granularité des détails d'informations à nous transmettre, Farida? Je pense déjà on peut voir un peu en arrière-plan le CPF, les conditions et tout ce qui s'est passé par rapport au CPF et à certains abus, etc. D'autre part, on peut y voir aussi une meilleure que tous les certificateurs en fait aient les mêmes informations, puisqu'on voit bien que certains certificateurs donc étaient sur la base minimum, et d'autres, donc c'est au moment de l'audit, au moment du plan d'audit, que l'auditeur, pour une meilleure compréhension de la situation des organismes, puisque ce qu'on demande, c'est que bien entendu, c'est que l'auditeur soit en capacité de comprendre le contexte dans lequel s'inscrit l'activité de l'organisme, et donc demander ce type d'information juste en amont de l'audit. Donc voilà, donc là c'est un cadrage qui permet à l'auditeur de connaître exactement les activités de l'organisme, et puis aux certificateurs, que tous les certificateurs aient les informations les plus développées possibles, sans que ce soit quand même une charge trop importante pour les OF. Merci Farida. Alors, toujours intéressant parce que la plupart de ces informations, pour ceux qui ont suivi notre webinaire sur le BPF, nos deux webinaires sur le BPF, on s'aperçoit que ceci fait écho aussi aux éléments que vous avez dû déclarer à fin mai dans le cadre de la transmission de votre BPF. On va retrouver un certain nombre, on pourra peut-être aussi avoir une certaine
un contrôle de cohérence entre votre BPF et ce que vous allez pouvoir nous préciser. Autre évolution, là aussi, alors quelquefois ça peut jouer sur un mot, dans la réécriture de cet arrêté, on nous dit que l'organisme doit en fait transmettre un organigramme nominatif et fonctionnel. Bon, je pense qu'on sait tous lire le français, donc on a bien compris. Pour autant, moi j'ai deux questions à Farida. C'est est-ce que cet organigramme est censé couvrir l'ensemble de la structure si l'activité de formation n'est pas l'activité principale? Et je me pose ici la question de certains de nos certifiés qui sont des multisites avec un très grand nombre de sites. Comment est-ce qu'on va traduire cette demande d'organigramme nominatif et fonctionnel sur de très grosses structures? En fait, là, effectivement, hein, quand il s'agit d'un monosite, c'est relativement simple, hein, c'est nominatif et fonctionnel. Pour les multisites, pour les petits multisites, c'est aussi relativement simple. Et par contre, effectivement, pour les multisites très importants, ça va être plus long, mais c'est nécessaire. Donc là, ce qui est attendu, c'est vraiment la partie qui est en relation directe avec l'activité de formation. Eh bien, c'est Après, il vrai peut y avoir un organigramme complémentaire extrêmement simplifié pour le contexte dans lequel s'inscrivent les d'autres activités. Mais là, c'est absolument pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est le nominatif et fonctionnel. Eh bien, nous souhaitons plein de courage aux très gros multisites. Certains en ont 60 jusqu'à 120 sites de formation. Donc, je pense que Excel va fonctionner. OK, autre élément. Alors ça, c'est une vraie nouveauté. Dans le texte, il y a cette introduction de la notion de fausse déclaration, où il est précisé que toute fausse déclaration parmi les éléments transmis à l'organisme certificateur ou lors de l'audit peut entraîner le refus de la certification à l'issue d'une procédure contradictoire mise en place par l'organisme certificateur. Alors c'est vrai que c'est une vraie nouveauté. Alors je me demande un petit peu, en fait, qu'est-ce qu'une fausse déclaration et quelle pourrait être cette procédure contradictoire que nous allons devoir mettre en œuvre, certes pas tout de suite, mais à partir du 1er septembre? Mais là, il s'agit de, comme un organisme, je pense, on va commencer par les multisites, parce que l'impact risque d'être davantage sur les multisites que sur les autres, juste parce que quand c'est très important, on peut oublier un site, une déclaration d'un site. Donc là, c'est comme en aucun, tous les sites doivent être inscrits dans le périmètre de la certification. On n'a pas le droit d'en écarter un, sous aucun prétexte. Donc là, effectivement, si il y avait des sites qui n'auraient pas été déclarés, ça peut faire l'objet d'une suspension ou d'un retrait de certification. Mais bien entendu, avant d'en arriver là, l'ISQ va procéder à une investigation pour essayer de comprendre le pourquoi et le comment, et l'organisme sera tout à fait en possibilité de nous apporter les réponses nécessaires. Donc là, il y aura une graduation, forcément. On constate par hasard ou par dénonciation ou pour tout autre motif qu'un site n'a pas été déclaré, on ne va pas aller d'entrée de jeu comme ça, dire hop, allez, on refuse ou on suspend ou on retire. Non, il y aura effectivement, c'est le sens en fait de la procédure contradictoire. D'accord. Bon, mais il se pourrait aussi que des déclarations, pour avoir des déclarations, pour avoir un autre impact, l'organisme a des salariés, mais dit qu'il n'en a pas. Et on découvre à travers, je ne sais pas, une situation où il y aurait effectivement des salariés. Et là, ça aurait un impact sur les exigences du référentiel qualité où cet indicateur ou l'indicateur 22, par exemple, aurait été noté sans objet par l'auditeur, mais en définitive, il aurait dû investiguer cet indicateur. Voilà, c'est les premiers exemples qui viennent, mais il y en a sans doute d'autres.
Allez, merci de me tendre la perche. On va en donner un troisième. La personne n'a pas déclaré à son BPF des intervenants extérieurs et on s'aperçoit au cours des investigations, des échanges lors de l'audit, qu'il a bien des intervenants extérieurs ou des sous-traitants. Et donc, exactement comme pour le 22, le 27 est ouvert ou est fermé à l'audit. Donc, OK, merci de cette illustration. Et bien évidemment, je pense que tout ce qui est cette procédure contradictoire sera intégrée dans tous les textes qui régissent nos relations avec nos certifiés. Un point de détail, je l'ai dit, ça peut tenir à quelques mots. Audit initiaux, audit de renouvellement, on nous dit que l'organisme certificateur propose une date d'audit dans un délai maximal de 30 jours, calendaire après la réception du contrat conclu avec l'organisme candidat. Donc jusque-là, rien de nouveau. Nous connaissions déjà cet élément. Et par contre, on apparaît et de l'ensemble des pièces. Donc, c'est vrai que simplement ici, vous dire, très chers certifiés, qu'on se félicite de ce rajout, puisque maintenant, vous allez devoir nous transmettre tous les éléments. Il faudra que la complétude de votre dossier administratif soit validée pour qu'on puisse aller échanger avec vous sur la définition de la date ou de la période d'audit. Bon, c'est juste pour nous aider un petit peu. Allez, on enchaîne. Donc, toujours sur cet article 1, quelques nouveautés et leurs implications. Ce que l'on nous dit ici, nouveauté, si lors de l'audit, l'organisme certificateur, on va dire surtout peut-être l'auditeur, constate des éléments nouveaux de nature à affecter la durée de l'audit initialement prévu au contrat, il ajuste la durée en fonction, en conséquence, et ceci peut éventuellement donner lieu à un audit complémentaire. En pratique, ce sera peut-être pas forcément toujours facile de mettre en œuvre cette évolution, Farida. Oui, tout à fait, parce que le périmètre est censé avoir déjà été confirmé dans un premier temps, donc au moment du contrat, dans un second temps au moment du plan d'audit et en dernier lieu en réunion d'ouverture. Donc, si effectivement, en réunion d'ouverture ou à travers la présentation de l'organisme, l'auditeur constate effectivement qu'il y a un élément important qui pourrait intervenir dans la durée de l'audit, à ce moment-là, c'est sûr que ça va être compliqué de réajuster dans l'immédiat cette durée-là, surtout si c'était prévu une journée ou une demi-journée et qu'on aurait une autre demi-journée à rajouter, forcément, ce serait donc il y aurait une nécessité en tout cas d'adapter cette durée. Mais ça pourrait être effectivement dans le cadre de c'est un monosite et puis on se rend compte qu'il y a un autre lieu, mais cet autre lieu, parce que souvent, il y a aussi des expériences, il y a aussi des langages où je sais que pour certains organes de formation, ils disent non, c'est une antenne. Mais une antenne, c'est pas la même chose en termes de déclaration au sens de Calliope. C'est au sens de Calliope, une antenne, c'est un site. Voilà, il peut y avoir aussi ce type il pourrait y avoir en tout cas ce type d'élément qui pourrait intervenir dans la durée, tout comme le BPF. Parce qu'à partir du moment où, à quel moment, puisque l'ISQ va avoir un BPF sur une année donnée. Mais en fonction de la date d'audit, on peut avoir dans le dossier un BPF d'une année donnée et puis le moment de l'audit, un autre BPF parce qu'on passe après le 31 mai. Donc voilà, il y a aussi ça. Donc il y a des réajustements qui pourraient être faits de ce fait-là. C'est qu'au moment où le BPF qui nous a servi nous de base de calcul, par exemple pour l'audit de surveillance, c'est ce qui va se passer en septembre. Oui. Pour les audits de surveillance en septembre, c'est ce qui va se passer. Et d'ailleurs, donc, c'est qui risque de se passer si on n'a pas pu voir en amont. Et c'est d'ailleurs un point sur lequel on va revenir avec des exemples très concrets que nous présentera tout à l'heure Raphaël, justement sur cet impact de la prise en compte du BPF, qui est une autre évolution, bien évidemment. Merci Farida. Alors après, il y a un point de précision qui m'a beaucoup surpris. On a retrouvé dans ce nouvel arrêté une phrase qui précise que l'échantillonnage n'est pas communiqué à l'organisme audité avant la réunion d'ouverture de l'audit. Alors, pourquoi je dis surpris? Parce que je pensais que c'était la norme, Farida. Je me trompe?
Oui, on va pas dire normes, on va dire, ce sont les bonnes pratiques, ce sont qui relèvent de l'activité, du professionnalisme de l'auditeur. Et en fait, cette phrase-là, qui peut sembler inanodite, elle vient juste du fait qu'un certain nombre de certificateurs n'appliquaient pas du tout cette règle-là et faisaient quasiment l'échantillonnage avant le jour de l'audit. Et ce qui n'est pas possible, en tout cas, c'est pas possible dans les cadres de la pratique d'audit. Ce qui fait que, en tant que certificateur, on n'avait pas la même approche. Et forcément, c'est sûr qu'un organisme qui connaît son échantillonnage à l'avance, ça va pas être la même chose en termes de réponse qu'un organisme où l'auditeur, là, en direct là, lui dit, présentez-moi les actions, présentez-moi votre dossier, et hop, j'en choisis au hasard, de manière aléatoire, les plus représentatives et qui correspond bien entendu à l'activité. Donc, c'est pas anodin en fait. Pas anodin, et ce sera peut-être ça va certainement concourir à l'alignement des pratiques entre certificateurs, comme tu viens de l'évoquer. Et ce qui est bien, c'est qu'on était déjà sur cette pratique-là. Donc pour nous, rien de nouveau sous le soleil. Nous continuerons à faire comme nous le faisions. Autre aussi phrase qu'on a pu noter, alors aussi ça tient en deux lignes, hein, ça peut sembler anodin. On nous dit que la mise en œuvre d'une action relevant de chaque catégorie d'action concourant au développement des compétences, donc on connaît les 4 catégories concernées, est un prérequis pour le déclenchement de l'audit. Alors là aussi, moi je me pose 3 questions majeures. C'est déjà, qu'est-ce qu'il faut comprendre par mise en œuvre? Est-ce que j'ai signé un contrat? C'est l'action a débuté, elle est terminée. Donc c'est en gros, qu'est-ce que veut dire, comment comprendre mise en œuvre? La deuxième, on voit que cette phrase apparaît dans les textes au niveau de l'audit initial, mais qu'en est-il pour l'audit de surveillance, l'audit d'extension et derrière éventuellement l'audit de renouvellement? Et puis après, une autre question pratique, c'est vrai que comment solliciter ma certification pour la VAE et l'apprentissage si je dois avoir démontré que ça a commencé, alors qu'on sait que généralement, il faut bien évidemment être certifié pour y aller. Voilà un peu les 3 questions sur lesquelles on va attendre ton retour, Farida. Est-ce qu'on pourrait les avoir à l'écran? Non, mais je peux donner la première, c'est qu'est-ce que veut dire mise en Ah oui, œuvre, la mise en ok. œuvre. Qu'est-ce que c'est la mise en œuvre? Alors, mise en œuvre, effectivement, on peut y apporter plusieurs significations. Mais mise en œuvre, ça veut bien dire mise en œuvre. Donc, pourquoi? Parce que avant le 1er septembre, si vous faites auditer et que vous n'avez pas mis en œuvre, donc vous n'avez pas commencé, ce qui est possible jusqu'à présent, et l'auditeur auditait intégralement sur les process sans aucune mise en application ou sur une mise en application partielle, tout dépendait de la situation de l'organisme à ce moment-là. Mais c'était tout à fait possible d'aller auditer que sur des process et qu'il n'y avait pas d'action de formation réellement. Donc là, la différence, c'est que c'est mise en œuvre. Après, dans la mise en œuvre, il peut y avoir un curseur au regard toujours des situations. Moi, je fais beaucoup appel à l'intelligence de situation. Un nouvel organisme a eu son NDA sur la base d'une action déposée. Donc, au minima, il est censé avoir mis en place cette action ou un début de mise en action ou un début d'action. Je prends un exemple. Si c'était une action d'une journée, ça paraîtra difficile de dire que ça n'a pas été mis en œuvre. Qu'à la limite, c'était mis en œuvre à 70% et que les derniers indicateurs, le 30, 31 et 32, ne pourraient pas être évalués ou ça sera sur des process parce que c'est pas encore mis en œuvre, mais ça paraît difficile en tout cas que sur une journée de formation, on pourrait pas la balayer au crible en fait de quasiment tous les indicateurs. Donc, si c'est une formation plus longue, comme pour celle de l'apprentissage, on y reviendra. Là, on va peut-être pas attendre, on n'aura pas l'ensemble de l'activité
On n'aura pas l'ensemble, mais donc l'audit, donc il faudra qu'elle soit commencée de toute manière pour des questions on reviendra tout à l'heure là-dessus, mais il faudra qu'elle soit commencée et l'auditeur prendra cette action-là là où elle sera, donc probablement une partie sur une mise en œuvre effective et puis une autre partie sur une mise en œuvre mais qu'au niveau des process. D'accord, voilà. Donc, premier éclairage hein, sur la définition de mise en œuvre. Et en lien avec ça, la deuxième question était de dire, cette phrase hein, sur la notion de mise en œuvre apparaît dans l'article 1 en lien avec l'audit initial, mais qu'en est-il en fait si je me lance sur un audit d'extension de catégorie, par exemple, ou si je vais sur l'audit de surveillance, est-ce que ceci va s'appliquer de la même façon? Alors, juste avant de te répondre, je voulais juste préciser, c'est aussi pour éviter les BPF à 0. Oui. Donc, on a certifié des organismes avec un nouvel NDA et le BPF est à 0, caducité, perte et tout ça. C'était juste pour fermer la parenthèse de la question précédente. Merci. Concernant les extensions, c'est le même combat en fait. Puisque pour pouvoir, je fais une extension de catégorie, donc forcément, il va falloir que j'ai mis en œuvre complètement, partiellement, mais en tout cas mis en œuvre. Concernant l'audit de surveillance est là pour confirmer ce qui a déjà été certifié. Donc, l'audit de surveillance n'aura que périmètre que ce qui a déjà été certifié. Donc, une nouvelle action qui est en cours n'a pas encore été certifiée, donc est hors périmètre de l'audit de surveillance. Alors, sur la question, et on a pu le constater, un certain nombre de prestataires étaient certifiés sur plusieurs catégories, dont la VAE. Et quelquefois d'ailleurs, comme tu l'as dit, l'audit initial, un peu comme un nouvel entrant ou une nouvelle catégorie à l'époque. Et entre l'audit initial et l'audit de surveillance, ils n'ont pas mis en œuvre de VAE, parce que ça reste une activité, on va dire, à la marge. Est-ce que là, je vais quand même pouvoir mener un audit de surveillance si pour une des catégories certifiées, il n'y a rien eu? Alors, au jour d'aujourd'hui, oui. Je dis oui parce qu'il y a des contradictions dans les pratiques, dans les informations que nous avons. Donc, aujourd'hui, nous n'avons aucun écrit qui interdit le maintien de cette catégorie d'action lors de l'audit de surveillance. Concernant l'audit de renouvellement, moi, j'attends des réponses de la DGEFP à ce sujet. Eh bien, et c'est vrai que lorsque nous avons un doute, un besoin de clarification, nous remontons bien évidemment avec Farida auprès de la DGEFP. Alors, quand on continue dans l'article 1 et 2, ça nous fait une sorte de transition. Merci Raphaël de jouer avec le bulot. En fait, ici, une nouveauté très importante, c'est qu'on a enfin une définition claire et précise du nouvel entrant. Donc ça ne fait pas de mal. Hein. Alors, on nous dit que c'est la première année d'activité, donc là aussi, hein, il n'y a pas de nouveauté par rapport à avant. Par contre, on nous dit un prestataire d'action concourant au développement des compétences qui débute une activité sur une nouvelle catégorie d'action pour les indicateurs applicables à cette catégorie. Donc, c'est vrai que hier, lorsque l'on faisait un audit d'extension de catégorie, on considérait que c'était en fait une extension de catégorie et on considérait pour autant l'organisme comme certifié. Si je lis ce deuxième point, il semblerait que si je suis certifié sur la formation, que je fasse un audit d'extension sur la VAE, je serai considéré comme nouvel entrant lors de l'audit d'extension pour la VAE. Est-ce que j'ai bien lu ou se sont mis lunettes, Farida? On va dire un peu des deux. Moi, je l'ai nettoyé alors. Là, en fait, on pourrait différencier, hein, je parle au conditionnel parce que, comme vous le savez, il va y avoir un complément de questions-réponses et puis on fait remonter les questions et on n'a pas encore toutes les réponses. Mais en tout cas, moi, j'aurais tendance, moi-même, à différencier ces deux situations. Il y a une situation qui est administrative. Je suis nouvel entrant, j'ai un nouveau NDA, voilà, administrativement, je suis nouvel entrant.
Pour la seconde, l'impact, en fait, l'impact, il est sur les indicateurs, il n'est pas sur la situation administrative, il est sur les indicateurs, parce que quand on est considéré comme nouvel entrant, on est dispensé, en tout cas, il y a des indicateurs qui ne seront vus qu'à l'audit de surveillance pour un nouvel entrant administrativement. Alors qu'un certifié, il y avait deux interprétations possibles dans l'ancien modèle. Donc, on le considérait, donc c'était il est certifié, c'est une nouvelle activité. Et du coup, on balayait l'ensemble des indicateurs, y compris ceux pour lesquels le nouvel entrant en situation administrative de nouvel entrant n'était pas audité. C'est ça la différence. Donc là, maintenant, dès qu'un prestataire va développer une nouvelle catégorie d'action, au niveau de l'audit, et ça concerne que l'audit, certains indicateurs ne seront pas audités, comme par exemple le 32. Le 32, aujourd'hui, il pourrait être audité sur le 32 parce qu'il est certifié et c'est une nouvelle catégorie d'action. Demain, certifié, nouvelle catégorie d'action, ne sera pas audité sur l'indicateur 32. Donc, il y en a un qui fait référence aux pratiques d'audit et l'autre qui fait référence à la situation administrative. Très bien, donc oui, donc on a bien compris, hein, bien évidemment, que derrière cette promulgation de l'arrêté, il y aura forcément une mise à jour du question-réponse, puisque certaines dispositions viennent contredire des réponses, et on y reviendra tout à l'heure, d'ailleurs, qui avaient été apportées, et potentiellement peut-être aussi du guide de lecture, affaire à suivre. Alors, on nous dit aussi dans ce texte toujours que dans le cas d'un organisme audité en tant que nouvel entrant à l'audit initial, la durée de l'audit de surveillance prévue à l'article 4 est majorée d'une demi-journée afin de permettre la vérification des indicateurs. Et donc là, je vais me retourner cette fois-ci vers Raphaël. En fait, qu'est-ce qui va se passer concrètement et qu'est-ce qu'on va devoir peut-être faire entre ces nouveaux, avec cette majoration qui va être applicable au 1er septembre? Alors, comme tu l'as dit, Marc, il y a une majoration applicable au 1er septembre. Donc, j'ai envie de dire que c'est binaire, hein. Si votre audit de surveillance est avant le 1er septembre, eh bien, on garde comme le même processus qu'actuel, hein. Il n'y aura pas de majoration de durée dont tu as fait mention. Alors que si c'est à partir du 1er septembre, donc 1er septembre compris et après, donc si votre audit de surveillance est à ce moment-là, si vous avez eu un audit initial en tant que nouvel entrant, eh bien, sur cet audit de surveillance, vous aurez une majoration d'une demi-journée, indépendamment de si vous ayez une ou 4 catégories d'actions ou un chiffre d'affaires de 1 euro ou de 12 millions d'euros. C'est pareil pour tout le monde. Alors, on va le revenir après, parce que Raphaël va nous présenter 3 exemples de la prise en compte du BPF, de la mise à jour des éléments du BPF, en tous les cas, sur le chiffre d'affaires. Mais donc, ça veut dire concrètement, Raphaël, qu'aujourd'hui, un organisme qui aurait eu un audit en tant que nouvel entrant hier et qui a programmé son audit de surveillance après le 1er septembre, eh bien, en fait, on va devoir mettre à jour la durée du fait de la mise en œuvre de cet article et de cet arrêté, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire qu'il y aura donc un avenant aux modifications de la durée. Et donc, qui dit modification de la durée, dit modification du coût de l'audit. Très bien, on y reviendra. Et peut-être que cette évolution va donner des idées à certains de passer avant le 31 août. Alors, affaire à suivre, vous avez toutes les clés en main pour prendre une bonne décision. Derrière ça, donc... Et si tu permets, Marc, que je rebondisse sur... avant le 31 août, c'est que ceux qui effectivement pour lesquels les audits sont déjà planifiés, qu'ils étaient d'une demi-journée et qui rentrent dans cette situation-là, on va réagir en tout cas très vite puisque l'audit est planifié sur une demi-journée, qu'il va falloir rajouter une demi-journée et qu'avec un peu de chance, elle pourra se suivre. Et autrement, on va regarder ce qu'on va pouvoir envisager pour être dans les clous. Exactement, ça va être une des urgences pour les prestataires concernés. Bien évidemment, en sachant bien sûr en plus que ceux qui sont dans cette catégorie sont souvent des certifiés qui sont arrivés un peu sur le tard par rapport à 2020-2021. Donc, nous avons déjà, nous, pré-identifié quelles sont les structures concernées et on va les laisser revenir vers nous, où nous serons aussi peut-être proactifs.
L'article 2, toujours là, une nouvelle fois vers Raphaël, je crois qu'aujourd'hui, on nous précise aussi qu'est-ce que l'on va devoir aller surveiller, contrôler lors de l'audit de surveillance, au-delà du logo, enfin, l'utilisation du logo et de la marque. Qu'en est-il, Raphaël? Exactement, Marc, hein. Cet article, il vient préciser quels éléments sont incontournables lors de cet audit de surveillance. Pour commencer, l'arrêté nous dit que les indicateurs ayant fait l'objet de non-conformité à l'audit initial, donc on dit non-conformité au sens large, donc qu'elle soit mineure ou majeure, il faudra y jeter un œil, si je peux dire. Donc une attention particulière est alors prêtée à l'efficacité des actions correctives et des mesures préventives du plan d'action que vous nous avez retourné en réponse justement à ces non-conformités-là. On devra également voir les indicateurs ne pouvant donner lieu qu'à des non-conformités majeures, qui sont mentionnés à l'article 5, mais ne vous inquiétez pas, on les a détaillés juste après. On a également l'indicateur 1 qui concerne les informations publiques, le 17 qui est la mise à disposition des moyens humains et techniques, et le 19 qui est la mise à disposition et l'appropriation des contenus, qui sont également obligatoirement audités lors de l'audit de surveillance. Et pour les concernés, nous avons l'indicateur 3 pour tous les prestataires qui proposent des certifications inscrites au RNCP. Et un dernier point, on a pour les organismes ayant bénéficié des conditions de durée aménagées lors de l'audit initial, il y a certains indicateurs sur lesquels on a fait l'impasse. Et bien pour cette typologie-là, l'audit de surveillance reviendra sur les points qui n'ont pas été vus lors de l'audit initial. Et les nouveaux entrants alors? Et les nouveaux entrants, pour eux, c'est la complète. C'est l'entrée, le plat, le dessert. Tous les indicateurs, c'est parce qu'il est 13h, j'ai faim. Tous les indicateurs pour lesquels vous êtes concernés, eh bien, vous êtes censé y répondre et vous serez audité dessus. Et alors, grâce à Raphaël, il vous a préparé une slide supplémentaire que je n'avais pas imaginée, mais il s'était dit que ce serait aussi un bon moyen d'illustrer en fait ce petit tableau qu'on vient d'avoir avant. Oui, voilà, exactement, une petite traduction graphique, si je peux dire, du texte que l'on vient de voir. Donc ici, en jaune, nous avons les indicateurs qui sont donc les incontournables, comme j'ai dit, obligatoirement audités lors de l'audit de surveillance. On peut voir donc qu'en blanc, nous avons 11 indicateurs. Ces indicateurs-là ne seront pas obligatoirement audités lors de l'audit de surveillance. Et le deuxième, c'est la spécificité dont on a parlé tout à l'heure. Si vous avez eu un audit initial aménagé, viennent se rajouter le 9, le 23 et le 30, ce qui fait que voilà, un peu plus détaillé pour cette typologie-là. Et n'oubliez pas, comme tout à l'heure je l'ai dit, si vous avez eu une non-conformité sur un des indicateurs qui sont en blanc, par exemple le 12, il est en blanc, si à l'audit initial vous avez eu une majeure ou une mineure dessus, peu importe, eh bien l'auditeur sera forcé de revenir sur cet indicateur-là et il sera vu lors de l'audit de surveillance. Très bien, Raphaël, merci. Alors, toujours dans l'évolution, article 2, on nous précise que nous devons collecter, nous, certificateurs, le dernier bilan pédagogique et financier disponible afin de déterminer la durée de l'audit. Alors, c'est là où on a pu préciser tout à l'heure que c'était en contradiction avec le question-réponse de 2020 et la réponse à la question 2.7 qui disait qu'on n'avait pas besoin de le faire. Donc maintenant, on va devoir mettre à jour pour chaque nouvelle étape, chaque nouvel audit, ceci de certification, eh bien, le chiffre d'affaires pour réajuster la durée. Concrètement, donc je crois qu'on a 3 cas différents, Raphaël. Exactement, c'est ça, Marc. 3 cas, d'autres qui concernent plus de monde que d'autres, mais on a le cas nouvel entrant, donc qui revient beaucoup dans cet arrêté, beaucoup de modifications pour les prestataires qui ont eu un audit initial nouvel entrant. Comme on l'a déjà dit un peu plus tôt, il y aura obligatoirement cette majoration de 0,5 jours à partir du 1er septembre, mais également une mise à jour du BPF qui, comme on va le voir dans un exemple juste après, peut amener un audit beaucoup plus long que ce qui avait été prévu initialement. En deuxième point, et pas des moindres, on a le multisite. Donc pareil, comme on a dit, on recueille le nouveau BPF pour ajuster la durée. Mais là, il y a également quelque chose qui change, c'est au niveau de l'échantillonnage des sites que l'on va auditer. Sur l'ancienne version, si je puis dire, on allait auditer, la règle était d'aller auditer un site qui n'avait pas été audité lors de l'audit initial. Eh bien, à partir du 1er septembre, cette règle est caduque et elle est remplacée par un nouveau mode de calcul qui est la racine carrée du nombre de sites multiplié par 0,6. Donc, ce qui fait que pour certains multisites, à partir d'un certain nombre de sites, eh bien, la durée de l'audit de surveillance risque fortement de se rallonger. Et pour les autres, qui ne sont ni nouvel entrant ni multisites, eh bien, on va recueillir le BPF. Et si un changement comment dirais-je,
de cran, de tranches. niveau de chiffre d'affaires, on réajustera la durée en conséquence. Avec cette formule, j'ai l'impression qu'on est en train de passer le grand oral de maths. Alors, on a voulu vous apporter en fait des exemples très concrets, Raphaël. Oui. On va commencer par le premier. Donc, un prestataire, il a eu un audit initial comme nouvel entrant, il est certifié sur une catégorie. Lors de l'audit de surveillance, son BPF est état de 750 000 €, donc c'est qu'il a bien fonctionné, il a eu un superbe développement commercial. C'est tout le mal que l'on souhaite à tous nos auditeurs ici, en sachant qu'il avait un audit initial avec un chiffre d'affaires reconnu à moins de 150 000 €. Quelle est la situation entre son audit de surveillance hier, avant le 31 août, et l'audit de surveillance qu'il pourrait potentiellement avoir après le 1er? Alors, comme tu as dit, il s'est bien développé, donc tant mieux pour lui, mais ça va avoir un impact sur sa durée d'audit de surveillance. Donc, initialement, avec les premières données que l'on avait, on partait sur un audit de surveillance d'une durée d'une demi-journée. Mais comme tu le dis, à l'audit de surveillance, on récolte son BPF, on constate qu'il a bien explosé, il a un chiffre d'affaires supérieur à 750 000, donc on a déjà une première modification sur la durée de base, qui passait de 0,5 et maintenant elle est à 1. C'est déjà une demi-journée en plus. Maintenant qu'il est au-dessus de 750 000, eh bien la catégorie d'actions qu'il possède, actions de formation, en dessous de 750 000, ça faisait plus 0. Maintenant, ça fait plus 0,5. Et il y a également la majoration nouvel entrant, car il a eu un audit initial nouvel entrant. Donc, son audit de surveillance passe de 0,5 jours à 2 jours. Et il obtient donc un audit de surveillance 4 fois plus long qu'initialement prévu. Eh bien voilà, nous avons ici donc entrée plat dessert également. Autre exemple, audit initial, une catégorie en formation monocyte avec un chiffre d'affaires supérieur à 750 000 €. Par contre, là, on prend un organisme qui aurait peut-être connu quelques difficultés, Ouais. donc son chiffre d'affaires au nouveau BPF se trouve revu à la baisse et passe sous la barre des 750 000 €. C'est un peu comme les impôts, on a plein de tranches. Alors, quel va être là, par contre, l'impact pour celui-ci? Alors pour celui-ci, il sourira peut-être un peu plus en voyant la facture de son audit de surveillance. Mais voilà, initialement, la durée prévue pour son audit de surveillance était de 1 jour et demi. Et bien maintenant, avec son chiffre d'affaires qui est passé en dessous de 750 000, on recalcule la durée de cet audit de surveillance. Et bien cet audit de surveillance ne fera plus qu'une demi-journée désormais grâce à ce nouveau chiffre d'affaires. Très bien. Et ensuite, on termine avec un exemple multisite, audit initial, une catégorie formation supérieure à 750 000 €. J'avais 10 sites et j'ai toujours 10 sites. Oui. Je suis toujours au-dessus de 750 000 €. Concrètement, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien là, vu du fait du changement de règles, comme on avait dit précédemment, c'était un site qui n'avait pas été audité lors de l'audit initial, ce qui faisait qu'on avait donc un audit de surveillance de 2 jours d'audit, 1 jour et demi de base plus 0,5 pour le site échantillonné. Eh bien maintenant, avec la nouvelle de calcul, donc racine de 10 fois 0,6, donc je ne suis pas une calculatrice dans la tête, mais ça fait vers 2, et donc on se retrouve avec 2 sites à aller auditer lors de cet audit de surveillance, et donc on rajoute 0,5 d'audit en plus pour cet audit de surveillance, et il passe donc à 2 jours et demi. Voilà, en tous les cas, 3 exemples concrets, bien évidemment, pour voir que la durée de l'audit de surveillance va soit être vue à la hausse et ou a priori à la baisse pour un certain nombre de prestataires en lien avec l'évolution de votre chiffre d'affaires. Autre évolution de l'article 2, les modalités de réalisation de l'audit de surveillance. Ici, simplement, on va illustrer une phrase, la possibilité de réaliser l'audit de surveillance en présentiel à la demande du prestataire. C'est quelque chose qui est complètement nouveau. Donc, c'est vrai que nous avions eu beaucoup de demandes. Je pense que l'info est remontée au ministère et semble avoir été prise en compte. Les organismes faiblement digitalisés devraient se réjouir de cette perspective, bien évidemment. Alors, ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'on nous dit, cette fois-ci, article 3, je vais te laisser dérouler pendant que je lis. Oui. En fait, le renouvellement de la certification suppose la réalisation d'un audit de renouvellement sur place avant la date d'échéance du certificat et dans des délais, c'est ça ce qui est important, dans des délais compatibles avec la levée avant échéance du certificat des non-conformités majeures éventuelles. Alors là, c'est intéressant parce qu'en fait, ceci nous permet en fait de confirmer l'approche que l'ISQ avait et a déjà en fait communiqué sur ses précédents webinaires, le rétro-planning pour définir sa date d'audit, Raphaël, d'audit de renouvellement bien sûr.
C'est ça, exactement, comme tu l'as dit, comme tu viens de le dire, hein. Précédemment, lors de notre précédent webinaire, on avait émis cette hypothèse-là, et donc cet arrêté vient donc confirmer notre approche, qui est donc un rétro-planning. On va prendre l'exemple, si votre date d'expiration est le 31 décembre 2024, pour faire simple, si vous voulez déterminer la période idéale pour votre audit de surveillance, bien, pour commencer, il serait idéal d'enlever 15 jours pour avoir une marge de sécurité, hein, entre la fin de l'audit, la période des traitements de non-conformité, pour avoir un petit matelas et pas jouer avec le feu, pour être ric-rac sur 2 ou 3 jours. Donc 15 décembre. Après, on a les 3 mois des délais pour le traitement des NC majeurs. Donc ça, c'est les traitements, c'est les délais légaux, hein, réglementaires. On enlève encore 3 mois, donc on arrive au 15 septembre. Là encore, un petit délai de 15 jours entre la fin de l'audit, entre l'auditeur qui fait son rapport, qui nous le transmet, on le vérifie, de mettre en page les non-conformités, vous les transmettre, voilà, ça prend quelques temps, donc on se met encore un petit 15 jours de délai. Ça nous amène donc au 31 août, et on arrive là donc à une réalisation de l'audit de renouvellement pour un organisme qui aurait sa certification qui se termine le 31 décembre 2024, d'avoir un audit de renouvellement idéalement planifié entre juillet et août. Donc, avant de penser avant de penser vacances, il faudra penser audit de renouvellement. Voilà, en tous les cas, le message sur cette exercez-vous, hein, vous prenez votre certificat sur lequel figure votre date d'échange de certification et vous comptez 4-5 mois avant pour la mise en œuvre, donc vraiment la réalisation de l'audit, hein. On fait référence à la mise en œuvre, mais c'est bien la réalisation de l'audit, pour être certain de pouvoir bénéficier du délai légal de traitement des non-conformités d'une part, et d'autre part d'être certain d'avoir ce renouvellement à la fin. Parfait. Allez, on enchaîne. Je vois que le temps tourne ou passe très vite, c'est vrai. Alors, traitement des non-conformités, ici, on va le faire peut-être très court. Ouais. Simplement, en fait, on nous dit que, je dirais que le texte nous permet de préciser que les autres indicateurs du référentiel peuvent être pondérés et donner lieu à des non-conformités mineures ou majeures. Donc, si on résume, un auditeur ne peut pas minorer une non-conformité majeure précisant le guide de lecture et maintenant dans l'arrêté. Par contre, nous avons toujours possibilité en tant qu'auditeur de majorer, bon, il faut bien sûr motiver, hein, mais majorer une non-conformité mineure qui serait inscrite, bien évidemment. Et autre chose, le texte a un petit peu évolué, on nous dit que pour une non-conformité majeure, la mise en œuvre des actions correctives doit être effective sous 3 mois et vérifiée par l'organisme certificateur avant toute décision relative à l'assertif, bien évidemment, dans un délai de 1 mois qui ne peut excéder 1 mois à compter de l'expiration du délai de 3 mois. Donc, en gros, 3 plus 1. C'est ça. On est notifié de la non-conformité majeure. J'ai 3 mois pour présenter un plan d'action et le mettre en œuvre. Et le certificateur a 1 mois au grand maximum pour aller vérifier la mise en œuvre. Vous pouvez mettre 1 semaine et on peut mettre 2 jours. Oui, mais en tous les cas, ça nous donne le maximum. Alors, extension cette fois-ci, on précise bien qu'un organisme certifié sur un site unique qui étend son activité sur un ou plusieurs sites, eh bien, il est censé satisfaire un nouvel audit initial, conformément aux modalités d'audit d'un organisme multisite. Donc, c'est une nouveauté, a priori, où hier, on faisait une extension de site et là, on repart à zéro avec un audit initial. Donc, là aussi, une évolution. Et il y a une évolution, Raphaël, pour les multisites qui sont déjà multisites et qui vont encore grandir. On nous dit que lorsqu'un organisme multisite demande une extension de sa certification sur une nouvelle catégorie d'action, l'échantillonnage est réalisé sur les sites concernés par la demande d'extension et sur le nombre de sites, il y a la racine carrée aussi. C'est ça, exactement. Un calcul bien mathématique pour définir l'échantillonnage des sites à auditer. Bien, bien, bien. On va surtout, je voulais qu'on profite de ça, bien évidemment, et de la présence de Farida, pour arriver sur les multisites, puisque l'ISQ a tout profil de certifié et aussi un très grand nombre de multisites. Je vais reprendre la définition et on va essayer d'avoir le regard expert de Farida sur les évolutions que le texte apporte concernant les multisites. On nous dit que pour être qualifié de multisite, l'organisme candidat doit avoir un seul et unique système qualité. Ça existait déjà. L'organisme candidat doit identifier sa fonction centrale qui fait partie de l'entité et n'est pas sous-traitée. La fonction centrale doit avoir l'autorité pour définir et mettre en place et faire fonctionner le système de qualité unique. Ça existait.
tous les sites doivent être inclus dans le programme de surveillance géré par la fonction centrale, ça y était. Mais on va revenir, Farida, sur l'organisme. Le candidat doit identifier sa fonction centrale qui fait partie de l'entité. Est-ce que c'est bien là le changement majeur? En fait, c'est présenté comme ça, il n'y a aucun changement. Mais si on le compare avec le précédent, on a une phrase très importante qui a disparu. Voilà. Effectivement, cette phrase-là, que je vais vous relire, pouvait être en contradiction, en fait, avec ce qu'on nous présentait. On avait toujours un petit peu de mal en disant oui, c'est possible, mais avant, c'est possible, mais à quelles conditions, à certaines conditions. Donc, je vous lis la phrase qui a disparu. C'est un organisme multisite n'est pas nécessairement une seule entité juridique. Là, nous avons, c'est une seule entité. Mais tous les sites concernés ont un lien juridique ou contractuel avec la fonction centrale de l'organisme. Ce qui peut se traduire, c'est qu'on est un certain nombre de multisites aujourd'hui qui avaient une fonction centrale dedans, mais externalisée quand même. Je pense au groupe où il y avait une fonction centrale qui était mutualisée pour différents organismes et que les organismes passaient à un contrat. Il y avait bien ce lien juridique et contractuel, ce qui faisait que cette fonction centrale externalisée, interne-externe, en fait, on avait un petit peu du mal à… d'où la contradiction. Donc, c'était tout à fait possible. Donc, demain, avec la disparition de cette phrase, les organismes multisites vont devoir impérativement avoir leur fonction centrale intégrée à leur organisme de formation. Ce qui est un réel changement pour beaucoup d'organismes multisites, que nous avons. J'imagine que tout ceci va générer un certain nombre d'échanges avec eux dans les prochaines semaines et les prochains jours. Et on reviendra bien évidemment là-dessus, mais c'est vrai que en fait la phrase qui manquait et qui n'apparaît pas à l'écran est bien sûr la phrase la plus importante au regard de la définition. Et on verra après comment ça va pouvoir être appréhendé par nos certifiés. Allez, le dernier, parce que je vois qu'il ne restera pas que quelques minutes, mais on va se rassurer. Il y a 2 nouvelles obligations en lien avec l'utilisation de la marque et du logo. Rappel, alors généralement, c'est toi qui expliques comment faire. Alors, qu'est-ce qu'on va devoir faire en plus? Alors, donc, dans cette arrêté, on a eu un petit ajout qui nous dit que l'organisme certifié est désormais obligé d'afficher son certificat. Donc, bien le certificat, pas le logo, le certificat dans ses locaux et sur le site Internet. Donc, les deux. Et si vous n'avez pas de site Internet, vous devez en communiquer une copie à tout candidat, stagiaire, apprenti ou financeur qui vous en fait la demande. C'est une obligation. Si un apprenti vous demande de voir votre certificat Calliope, vous êtes obligé de lui transmettre afin l'objectif étant de clarifier dans tout ce Calliope qui est le certificateur, car on a la liste qui permet de savoir si tel ou tel organisme est certifié, mais par qui on ne peut pas savoir. Si le prestataire ne le communique pas, on ne peut pas savoir. Maintenant, avec le nouvel article, il sera plus facile de savoir qui a certifié tel ou tel organisme. Très bien, et je remercie d'ailleurs Benjamin qui illustre nos présentations. Il a mis un grand panneau 4x3. J'imagine bien évidemment que nos certifiés qui ont entre 50 et 100 sites, ça ne va pas être le certificat, mais c'est un panneau avec toute la liste des sites qu'ils vont devoir afficher dans leur centre de formation. Donc, je blague, bien évidemment. Alors, nous sommes arrivés, bon, c'est vrai que l'actualité était chargée, on est arrivé à 13h27. Ouais, c'est peut-être dépassé un tout petit peu, mais pas trop mal, malheureusement. Alors, Louis, qui est aux commandes, quelles seraient les quelques questions que nous pouvons prendre, en sachant qu'on vous invite à l'issue du webinaire, bien évidemment, à apporter une appréciation d'une part, vous devriez recevoir un lien, je crois, et d'autre part, surtout, de nous faire part de vos questions pour qu'on puisse enrichir et nourrir notre prochain webinaire qui aura lieu début juillet, et on prendra le temps de questions-réponses sur ce webinaire. Oui. Alors, première chose, s'il vous plaît, on arrête avec les questions parce que j'en ai déjà trop et si vous en posez beaucoup, je ne vais pas pouvoir les prendre en compte. Donc, si vous en avez, vous pouvez les envoyer à ISQ,
_6, certification au pluriel, @isqualification.com. Vous pouvez retrouver cette adresse sur notre site internet. N'hésitez pas à les envoyer parce que là, je croule sous les questions. Voilà, donc ceci étant dit, j'en ai gardé quelques-unes au fil de l'eau qui me semblent intéressantes. Je réponds à une autre question aussi qui est revenue d'une dizaine de fois. L'ISQ prendra contact avec vous afin de constituer votre dossier en vue du renouvellement, puis ensuite de planifier l'audit. Nous prenons contact avec vous suffisamment tôt pour que tout se fasse en temps et en heure, que votre dossier soit complet. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Allez, Marc et Raphaël, Farida, doit-on demander un organigramme nominatif et fonctionnel pour nos sous-traitants? Ce n'est pas prévu. Ce qui n'est pas prévu n'est pas obligatoire. Une question qui est revenue beaucoup avec les modalités d'échantillonnage, mais je dois avouer que ce n'est pas très clair pour moi non plus. Comment préparer le plan d'audit avec la liste des participants si l'échantillonnage n'est pas communiqué avant, par exemple pour un OF qui aurait plus de 500 formations, pour pouvoir mobiliser tout le monde? Tu prends la main, Farida? En fait, en réalité, c'est vraiment les pratiques, les pratiques d'audit. Et c'est vrai que quand vous allez communiquer l'ensemble de vos formations, ce sera probablement le top 20, le top 30 ou le top 10. Et on aura comme information le nombre de sessions, là où il y a eu le plus de stagiaires. Donc, on aura ces informations-là. Et c'est vrai que l'auditeur, il va rarement aller regarder là où il y a eu que 2 participants. Puisque le risque que ça se passe pas bien pour 2 participants ou pour 1000, c'est différent. Mais c'est vrai que à partir du moment où vous avez la certification, Calliope, c'est une certification de processus, donc sur l'ensemble de votre activité, porte sur l'ensemble de votre activité de formation, quelles que soient les formations délivrées, toutes les formations doivent répondre aux exigences de Calliope. Donc voilà, je ne peux pas dire plus que ça, parce que l'échantillonnage, il doit être aléatoire et le jour de l'audit. Et je rajouterais, merci Farida, et je rajouterais d'ailleurs que le plan d'audit, généralement, ne donne pas d'informations, si ce n'est quels sont les indicateurs qui vont être observés uniquement. Donc, en gros, ça reprend simplement la liste des indicateurs, mais ce n'est pas lié, en fait, aux actions mises en œuvre. Voilà. Louis, une suivante. Question intéressante. Bonjour, un organisme plutôt déjà certifié sur la VAE, mais n'ayant pas mis en œuvre d'action, peut-il prétendre à une continuité au moment de l'audit de renouvellement? Bon, la personne ne précise pas depuis quand il n'y a pas eu de VAE, mais la question reste intéressante quand même. Cette question, on attend une réponse, on aura une réponse écrite de la DGFP. Peut-être que ça fera l'objet en fait du question-réponse. Mais ce que je précisais, c'est juste la question qui nous est renvoyée. Qu'est-ce que ça signifie pour un organisme qui est certifié depuis 3 ans et qu'au bout de 3 ans, il n'a toujours rien mis en œuvre? C'est quoi le sens en fait? C'est un peu là. Je préjuge pas de la réponse de la GFP, mais la question est dans ce sens en tout cas. Donc, on peut qu'inviter les organismes dans cette situation de mettre au plus vite au moins une action de formation dans leur catégorie d'action s'ils veulent avoir la certitude de pouvoir la conserver. Merci. Deux questions encore. Dans le cadre d'un audit d'extension CFA, comment justifier la mise en œuvre des actions, sachant que sans Calliope, aucun contrat ne peut être financé? Alors, c'est pas tout à fait juste. Je le connais pas par cœur, mais dans les grandes lignes, le décret, je crois que c'est numéro 20-21-18-51 du 28 décembre 2021, qui portait sur des dispositions complémentaires, donc qui, pour l'instant, est toujours en vigueur parce qu'on n'a pas reçu d'informations disant qu'il ne l'était plus.
un prestataire peut tout à fait signer des contrats d'apprentissage à partir du moment où il fournit à l'OPCO son contrat de certification dans les 2 mois. Et par contre, il doit obtenir sa certification dans un délai de 6 mois. Donc, ça laisse de la marge. On peut tout à fait, autant cette question-là sur la VAE, je n'ai pas la réponse, autant sur l'apprentissage, le décret est très clair. Et on sait aussi par expérience, on a eu des remontées où certains OPCO, c'était un petit peu compliqué, mais il suffit juste de leur opposer ce texte et puis les choses rentreront dans l'ordre sans souci. C'est utile de le rappeler, effectivement. Question affichage de certificat. Doit-il bien être affiché sur le site Internet et sous quel format et dans les locaux obligatoirement? Oui, c'est les deux, c'est Internet et locaux. Et pour la question du format, à vous de voir, tant qu'il est affiché clairement sur votre site Internet, via un lien de pleine page, je ne sais pas, à vous de choisir. Mais en tout cas, il faut qu'on puisse le retrouver sur votre site Internet. Il n'y a pas de précision technique dans le texte, mais il faut qu'il soit accessible. On fait le petit clin d'œil à l'indicateur 1, accessible au public. Et donc, ça veut dire visible. Allez, une dernière question. Allez-vous systématiquement renvoyer aux organismes un devis pour l'audit de surveillance s'il devait y avoir des changements de durée et sous quel délai? Donc, de durée, je pense que la question sous-entend que la durée est revue à la hausse. Alors, enfin, qu'elle soit revue d'ailleurs à la hausse ou à la baisse, éventuellement, pourquoi pas, je ne sais pas. Ce serait plutôt la hausse quand même, pour les nouveaux entrants. En fait, il n'y aura pas d'envoi de devis, puisqu'en fait, un certificateur est là pour appliquer un certain nombre de textes réglementaires. Donc là, on va appliquer la mise en œuvre décidée au 1er septembre de cette prise en compte du dernier BPF. On va simplement vous adresser, on va vous informer, vous adresser de toute évidence un avenant. Et il y aura certainement une facture complémentaire si elle a déjà été émise, ou alors il y aura une facture qui sera faite. On n'a peut-être pas encore arrêté définitivement les modalités, mais en fait, parce que le devis supposerait qu'on vous demande votre avis. Malheureusement, on ne va pas vous demander votre avis sur la durée supplémentaire que nous sommes obligés de mettre en œuvre. Par contre, il y aura bien un avenant qui fera mention de cette durée complémentaire. Modifié, ajusté. Donc, avenant au contrat plus facture complémentaire ou facture mise à jour. Merci pour toutes les autres questions. Je répète l'adresse mail isq-du6 certification au pluriel @isqualification.com. En sachant, oui, que normalement, je pense qu'à la clôture du webinaire, je crois que les personnes devraient recevoir un lien pour, apporter une appréciation sur cette intervention et 2, pouvoir saisir un certain nombre de questions. Donc, je répète, les questions que nous récupérerons, nous les regrouperons par thématique et ferons en sorte de répondre au maximum de ces questions lors du prochain webinaire qui se tiendra tout début juillet. L'occasion, le 4. Ouais. Merci, bon 4th of July. OK, le 4 juillet, donc avec Raphaël, sous applaudissements bien évidemment. Donc, je remercie surtout, toujours Louis qui est derrière, Benjamin, mais encore plus aujourd'hui Farida, notre directrice qualité. Vous voyez que nous n'avons pas encore les réponses à toutes nos questions nous-mêmes. Donc, dès que nous les aurons, nous les partagerons avec plaisir. Mais sachez que l'ISQ et Farida œuvrent à cette clarification qui est bonne tout autant pour vous que pour nous. Merci Raphaël, très belle fin de journée et n'hésitez pas à aller regarder le replay, en tous les cas, et aussi à télécharger le support puisqu'il sera mis à disposition de tous ceux qui se sont inscrits et qui sont venus nous voir. Merci beaucoup, à bientôt. Et merci pour toutes vos appréciations positives que je vois passer. Bonne journée. Merci à tous, Merci bonne à journée, tous. au revoir. Au revoir.